Bonjour Hervé, explique-nous maintenant Pneumaflex et les sciatiques paralysantes. Bonjour. Alors, les sciatiques paralysantes ou les atteintes du nerf sciatique, en fait, elles peuvent être de différents niveaux. Ça peut être des pathologies hernières, donc des hernies discales, des protrusions, donc des atteintes du nerf sciatique, et qui vont donc générer une paralysie suivant l'étage de tout le membre inférieur ou juste de la jambe. Le plus commun dans les atteintes, par exemple sur les hernies discales de type L4 et L5, on a une correspondance qui arrive sur le sciatique d'hypopité externe. En fait, c'est un nerf qui passe ici, là, et qui laisse le pied ballant, le pied paralysé. Alors, la grande question, c'est encore une fois une notion de rééducation fonctionnelle. On garde toujours à l'esprit que le patient, on doit le rééduquer au plus proche de ce qu'il était avant, c'est-à-dire de lui rendre au mieux tous ses mouvements qu'il a perdus, et au pire une partie de ses mouvements. Maintenant, dans ces atteintes-là, on peut être si le nerf n'est pas sectionné, bien entendu, où là on met tout le monde d'accord, si le nerf est étiré, comprimé, je ne sais plus quoi, dans ce cas, on a un certain nombre de mois derrière pour que potentiellement le nerf, l'électricité en gros revienne dans le nerf. C'est-à-dire que le patient retrouve sa neuromotricité. Bon, maintenant, j'ai une hernie discale, j'ai une paralysie du nerf sciatique, mon pied est tombant et je vais mettre un releveur. Il est clair que dans la rééducation fonctionnelle, une fois de plus, tous les releveurs qui vont bloquer le pied à 90 degrés, à 90 degrés, ou qui vont empêcher pas mal de mouvements de ce pied de se faire, vont être contre-productifs à la rééducation fonctionnelle puisqu'ils vont également empêcher le mouvement pour des muscles vivants. Pas seulement maintenir les muscles qui sont concernés par le nerf, les muscles paralysés, mais également bloquer les muscles vivants. Voilà, donc ça c'est une chose qu'il vaut mieux éviter. La deuxième, c'est des releveurs beaucoup plus souples qui, à mon sens, présentent un grand danger puisque si on veut rendre les mouvements au patient, il va falloir être capable de l'envoyer danser, marcher, courir en terrain accidenté tout en regardant les oiseaux. Et à ce titre, au nombre des milliers de pas qui seront faits par jour avec le poids de corps, la rééducation fonctionnelle sera énorme. Et de fait, il faut que l'orthèse puisse intelligemment ouvrir tout le potentiel de mouvements rééducateurs et bloquer les seuls petits mouvements qui sont dangereux, comme une entorse et tout ça. Alors dans la sciatique paralysante, bien entendu, on a des entorses qui peuvent être majeures, puisqu'on a les fibulaires qui sont également concernés, péronniers latéraux, et le pied peut partir en entorse rapidement en marchant dans un trou. Donc avec des releveurs non sécuritaires comme des releveurs souples, le patient va devoir en permanence regarder l'état du sol, vérifier où il met les pieds, faire de petits pas, et ça va être une grave atteinte à la rééducation fonctionnelle. C'est-à-dire qu'en gros, on ne va pas lui donner les moyens d'utiliser ses chaînes musculaires pleinement comme il se devrait pour au mieux récupérer tout et au pire ne rien perdre d'autre. Je rappelle que les muscles sont des chaînes, et comme toute chaîne dont on dit que finalement sa fonction dépend de son maillon le plus faible. Donc je peux avoir une chaîne très résistante, des muscles très puissants, et mon dernier muscle au bout de la chaîne à zéro, toute la chaîne sera plus ou moins à zéro. Voilà. Donc le but étant de remettre ce maillon à toute sa valeur et de redonner de la puissance à toute la chaîne musculaire. Alors, voilà un petit peu la problématique. Maintenant, passé 2 années, on s'accorde à dire que si le nerf n'est pas revenu avec cette atteinte, le nerf risque d'être définitivement mortifié, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas entretenir les chaînes musculaires, articulaires également. Je rappelle qu'une articulation fonctionne uniquement que grâce au mouvement. C'est le mouvement qui produit un petit peu le liquide articulaire et qui aide l'articulation à être lubrifiée. Cette absence de mouvement, comme un plâtre, va créer pas une synostose, mais une ankylose de l'articulaire, c'est-à-dire va la bloquer progressivement. Je ne parle pas non plus de la circulation vasculaire qui est liée bien entendu au mouvement. Donc, pourquoi Pneumaflex ? Le Pneumaflex est aujourd'hui une des seules orthèses capables de libérer tous les mouvements qu'il faut libérer et de ne bloquer uniquement et sélectivement que les mouvements qui sont dangereux, l'entorse par exemple. Donc c'est de dire
au patient, eh bien, vous aurez une excellente rééducation fonctionnelle extrêmement puissante, accompagnée de celle de votre kiné, hein, qui reste le chef d'orchestre. Le kiné, c'est véritablement lui qui rééduque les patients. Ne l'oublions jamais surtout. Et cette orthèse va permettre finalement, comme je le disais tout à l'heure, d'aller courir, d'aller danser, parce que rendre des releveurs, c'est pas aller mettre un releveur, c'est retrouver les fonctions qu'on a perdues. Hein. Donc mon pied, je rappelle, voilà, mon pied il fait tout ça, et tout ce que fait mon pied là, mon corps danse au-dessus quand je marche en terrain accidenté ou même dans la rue, et que je regarde autre chose que le sol. Hein. Et ça produit une rééducation fonctionnelle très puissante. Donc il est capital d'avoir un releveur capable de donner la possibilité au patient immédiatement de marcher, courir, danser, faire des pas chassés de basket et regarder les oiseaux. Et si tous les mouvements les plus dangereux sont contrôlés et tous les autres sont ouverts et redonnés, alors la rééducation fonctionnelle poids de corps est magistrale, on ne peut pas mieux faire. Et je pense qu'un patient qui aurait des atteintes comme ça, dès le départ, devrait essayer de tels systèmes pour vérifier petit A qu'on lui a rendu les mouvements perdus et qu'on n'essaye pas, bon an mal an, d'améliorer ou de maintenir ce qu'il est, et petit b, qu'il a un ressenti musculaire tout de suite bien significatif d'une action musculaire. Et pourquoi dans les centres, en fait, les médecins prescrivent tant d'élastic roller? Alors, je sais pas. C'est vrai que j'ai vu plein de centres où des rééducations ont été faites, alors ici et là, et la prescription de l'élastique est systématique, on voit ça partout, on voit ça dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth, enfin, on voit ça partout où les pieds sont tombants. On oublie juste de dire que le rappel élastique d'un pied, effectivement, c'est bien, c'est souple, ça rappelle, il y a au moins une notion dynamique et non pas d'être figé. Mais que malgré tout, l'élastique ne correspond en rien, ne donne aucune directive sur les mouvements qu'on appelle inversion, éversion, pronosupination, que le pied fait des dizaines de fois lorsqu'on marche. Et à ce titre, la prise de risque est dangereuse puisque elle ne permet pas au patient d'aller marcher vite ou faire des pas chassés, enfin elle ne lui permet pas de faire ce qu'il faisait avant sans regarder le sol, sans regarder son pied en étant attentif tout le temps à tout ce qu'il fait. Sans risque d'une entorse. Une entorse, je rappelle gentiment que sur une atteinte neuromotrice, si toutefois c'est une fracture malléolaire, bimalléolaire ou un arrachement osseux, c'est un plâtre, c'est une rééducation. Et là, on est bien tous tranquilles pour dire qu'en termes de rééducation et de récupération neuromotrice, là, c'est un petit peu plus le doigt divin que la rééducation finalement. Hein. Donc pourquoi tant d'élastiques sont prescrits? Je ne sais pas. Peut-être ça coûte pas cher du tout, peut-être c'est facile à mettre. Mais dans tous les cas de figure, nombre d'essais comparatifs qu'on a pu faire entre des élastiques tendus et des pneumaflex qui corrigent, le pied relève beaucoup moins, l'action dynamique d'attaque du talon est nettement inférieure, le déroulé du pas l'est moins, et le contrôle des variations éversion-inversion, c'est-à-dire le contrôle, on va rester simple, des entorses, la possibilité de faire une entorse avec un élastique, elle est majeure. Nombre de patients qui portent des élastiques ont fait des entorses. Combien d'entre eux ont fait des accidents graves? À ce moment-là, ils peuvent remercier les prescripteurs, parce qu'ils le savaient au moment de la prescription qu'un tel dispositif présente un danger. Voilà. Donc pourquoi j'ai pas la réponse? Tout ce que je précise, c'est ce qu'on vient de dire finalement là, c'est que la marche naturelle est une excellente action de rééducation fonctionnelle. Plus de 300 muscles en activité, le rythme cardiaque, le péristaltisme intestinal, l'oxygénation du cerveau, le fonctionnement locomoteur. La marche est la meilleure des rééducations fonctionnelles qui soit. Et quand un patient perd des fonctions du pied, de la cheville et de la jambe, donc ce qu'on dit un pied tombant, un stépage, un drop foot, ce qu'on veut, eh bien dans tous les cas de figure, il faut que l'appareil cherche avec la main du kiné à redonner au patient les fonctions perdues et ne pas l'améliorer dans ce qu'il est. Voilà, ne pas le maintenir, parce qu'on ne maintient pas un patient, il se dégrade. Il se dégrade. Si on le maintient en état pathologique, il se dégrade. Donc en fait, c'est comme ça que ça se passe. Alors, ça se dégrade, ça veut dire quoi? Dans des sciatiques paralysantes qui concernent le sciatique externe, la cuisse, la cuisse qui n'est donc pas concernée, ça, le quadriceps, là, eh bien finalement, on va se rendre compte que cette cuisse a perdu de la force et qu'elle est moins grosse que celle de l'autre jambe. Et pourtant, elle n'est pas concernée par le nerf.
Bah oui, bah la question c'est que finalement c'est l'intégralité du membre inférieur qui est moins sollicité par le patient, parce qu'il a peur, parce qu'il y a eu des chutes, parce qu'il y a eu X choses. Il utilise beaucoup plus l'autre membre inférieur et petit à petit on a une asymétrie dans le travail de la rééducation fonctionnelle, une asymétrie dans l'utilisation des articulations, des chaînes vasculaires et musculaires, et puis voilà, on perd progressivement un petit peu comme ça. Et rendre les moyens me semble capital et le patient, à mon sens, devrait comprendre ça, parce que c'est même pas de la médecine, d'ailleurs c'est une histoire de bon sens. Hein. Que ce soit des sciatiques paralysantes, paralysie linéaire sciatique, que ce soit des neuropathologies périphériques, des syndromes de Guillain-Barré, sauf si cliniquement les symptômes montent trop haut et que le pied finalement reste que le pneu de la voiture, mais que le démarreur et le volant ne sont pas là, à ce moment-là, effectivement, ça ne sert pas à grand-chose. Mais si le pied est véritablement concerné et représente à minimum 50% du problème à la marche, alors on est dans l'obligation de vérifier qu'un système puisse rendre des mouvements, non pas caler ou donner un petit peu de mouvement de pied, de ça, un pied c'est tout ça. Voilà pourquoi les élastiques sont prescrits. C'est pas voilà, c'est je ne comprends pas. Mais dans tous les cas de figure, je persiste à dire que je suis absolument pas d'accord avec ça. Très bien, merci à vous.